Ma très chère sœur, après cette nuit tragique, j'espère que vous avez pu vous mettre à l'abri. Oh, je ne sais ce qui est arrivé à l'esprit malade de l'être humain, mais j'espère très vite vous revoir et avoir de vos nouvelles. Je vous embrasse, ma très chère sœur, Maximilien. Salut, comment tu vas? T'as passé un bon week-end? Bon, mitigé, et toi? Bah dis, t'en tires une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'es pas arrivé par la Seine ce matin? Bah si, pourquoi? Et t'as pas trouvé que l'eau était un peu rouge, non? Bah... Oh si, peut-être, mais pourquoi? Oh bah, je sais pas, écoute, 10 000 morts en une nuit et une partie des corps qui ont été jetés à l'eau, quoi. Oh! Ah mais c'est terrible! Bon, enfin du coup, on n'est pas prêt de se baigner dans la Seine, quoi. La République, c'est moi! Je ne suis pas d'accord. Travailleuses, travailleurs. Ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes. Il est midi, nous sommes le 24 août 1572. Bon appétit si vous venez de vous mettre à table. Et bonjour Hugo. Bonjour Maximilien, comment vas-tu? Ben ça va très bien et toi? Bah écoute, très bien, hein. Alors dans l'actualité ce matin, évidemment, ce grand massacre qui a eu lieu cette nuit, des milliers de protestants ont été tués en plein Paris. Les Parisiens se sont réveillés ce matin avec effroi de découvrir l'eau rouge de la Seine. Nos premières pensées vont ce matin aux familles des milliers de victimes. Alors bien sûr, nous allons consacrer aujourd'hui notre journée à cet événement. Oui Maximilien, dans un premier temps, nous allons revenir sur le déroulé des événements de la nuit dernière, depuis la sonnerie des cloches à Saint-Germain-l'Auxerrois, marquant le début de la traque. Ensuite, nous allons essayer de comprendre cet événement. Il sera intéressant de revenir sur la dernière tentative de réconciliation entre les catholiques et les protestants avec le mariage du prince protestant Henri de Navarre et la sœur de notre bon roi Marguerite de France. Nous reviendrons également sur la naissance de cette religion toute récente, le protestantisme, et sur les 10 ans du début du conflit qui oppose les deux confessions. Alors dans un premier temps, nous allons revenir sur cette nuit d'horreur, d'abomination, et je n'ai pas de troisième synonyme. Toujours est-il qu'en pleine nuit, des cliquetis d'armes se sont fait entendre, des pas, des ordres. C'est une nuit calme mais agitée qui se présente. Selon nos informations, notre bon roi Charles IX et sa mère Catherine de Médicis se trouvaient dans leur résidence du Louvre à ce moment-là. Avec les derniers événements, les Huguenots, appelons-les comme ceci, même si ce mot est incroyablement moche, les protestants du royaume ne sont plus en sécurité et craignent une attaque à chaque instant. Vers 1h du matin, Salomon Certon, un garçon d'écurie, vient frapper à la porte de Gaspard de Coligny, chef des protestants parisiens, pour l'informer de mouvements d'hommes en armes près du Louvre. Mais Yolet, présent dans la pièce, informe le garçon qu'il s'agit probablement d'un jeu que le roi avait prévu d'organiser pour son bon plaisir, comme il l'avait annoncé. Bon, on aurait préféré. Ailleurs à Paris, certains ne croient pas à cette aise et se préparent à se défendre alors que les catholiques du duc de Guise sont prêts à en découdre, littéralement. Puis je crois que plusieurs témoins ont relaté un coup de feu isolé par la suite. Il sera le premier de la nuit, comme un pétard intempestif de quelqu'un qui ne sait probablement pas manier une arme. Mais cela n'a rien arrangé à cette nuit lugubre qui s'annonce. À ce moment, nous ne savons pas exactement ce qui est en train de se dérouler. Il est vrai qu'en tant que journalistes de renom, nous avons des informateurs qui nous ont réveillés en pleine nuit pour nous dire que les catholiques, avec à leur tête le duc de Guise, préparaient une vaste opération contre les protestants. Alors à ce moment-là, j'ai débarqué chez toi, Hugo, pour mettre en lien nos informations. Et puis, c'est ainsi que nous avons appris la mort de Coligny. Le duc de Guise accompagné du Beau-Monde, le duc d'Aumale, le duc d'Angoulême, Nicolas de Halvin, Edme d'Hautefort, Raymond de Cardillac, que tu connais bien Max, Jean de Biran, Pierre-Paul Tossini et d'autres cavaliers se pointent au domicile de Coligny. Un homme hurle. C'est peut-être que le roi est en danger, allez chercher Cossin! Or, celui qui prononça ces mots était le fameux Cossin lui-même, qui au final s'est appelé lui-même. Coligny tombe dans le panneau et se fait transpercer par Cossin. Coligny vacille mais ne tombe pas. Les protestants présents, la garde rapprochée de Coligny, tentent de le protéger tant bien que mal avant que Gaspard de Coligny leur demande de partir. Cette fois, c'est ma mort. Je ne la redoute pas
puisque je la reçois par Dieu et pour Dieu. Mes amis, je n'ai plus besoin de secours humain. Sauvez-vous, fuyez, s'il en est temps, pour que les vôtres ne me reprochent pas votre mort. » Puis, en dehors de quelques protecteurs, Coligny se retrouve seul face à son destin, alors que les cloches de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois sonnent sur ordre de la reine-mère Catherine de Médicis. Coligny seul avec son assassin. « N'es-tu pas l'amiral ?» Jeune homme, je suis aussi un vieillard, un blessé. Si c'est ma vie que tu veux, tu ne l'abrégeras guère de beaucoup. Le meurtrier assène un ultime coup et Coligny s'effondre. Sauf que le duc de Guise, par la fenêtre, veut une preuve de la mort de Coligny. Alors la solution la plus simple, tu la connais, Max ? Le plus simple serait un appareil permettant, grâce à la lumière, de capter une image de la scène pour en avoir une preuve. Enfin, tu vois, alors, un truc qui n'existe pas. Oui, attendons quelques siècles encore, bon, en fait, ils l'ont juste passé par le balcon avant de s'écraser dans la cour. Charles IX, jusqu'au dernier instant, voulait éviter le massacre. L'ennemi juré des catholiques n'est rien d'autre que le protestant Gaspard de Coligny, amiral dont le duc de Guise veut la tête à tout prix. Mais voilà, en pleine nuit, le roi envoie une missive pour alerter d'épargner Coligny pendant longtemps, un proche de notre roi. Seulement... Oui, la réponse de Guise, c'était... Il est trop tard. Coligny vient d'être assassiné. Bon, il aurait peut-être fallu réagir un peu plus tôt, sauf que par la suite les événements s'enchaînent. Coligny, qui avait échappé à un attentat, a été le premier mort symbolique de cette nuit. Par la suite, la violence n'aura plus aucune limite et les massacres vont se succéder. Peu de temps après, les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois ont retenti, puis toutes les cloches de la capitale, et cela a marqué le début des véritables hostilités. Les cadavres se sont amoncelés dans la cour carrée du Louvre, sous les fenêtres du roi. La violence n'avait plus aucune limite. Ce matin, en nous réveillant, ce ne sont que des amoncellements de cadavres que nous avons pu découvrir, et nous vous passerons les détails sur ce qu'a subi le cadavre de Coligny. Il ne reste que de cette nuit d'une scène de couleur rouge de sang. Mais voilà reste une grande question. Qui est à l'origine de ce massacre ? Le roi seul a pris cette décision. Alors a-t-il été influencé par sa mère Catherine de Médicis ? Nous avons tenté de démêler cette pelote, la pelote de cette affaire. Une mort aussi cruelle, comment peut-elle se concevoir alors que l'amiral de Coligny semblait ainsi proche de notre roi ? Enfin, c'est sans compter l'influence de sa mère, Catherine de Médicis, qui, il semble, avait vu d'un mauvais œil cette relation entre son fils et Coligny. Depuis le début de l'été, alors que j'organisais une interview croisée du roi Charles et de Coligny... Oui, interview passionnante au demeurant. Oh, merci beaucoup. En tout cas, j'ai pu voir l'influence présente autour de Charles et j'ai surtout mesuré l'inquiétude de la reine-mère dans la mesure où, en plus, le duc de Guise, proche de la reine Catherine, n'était pas à Paris cet été. Selon elle, il est le seul à limiter l'influence de Coligny sur le roi. Et durant cette interview, le roi a même confié à Coligny « Méfiez-vous de ma mère qui aime avoir le nez dans toutes mes affaires. » Alors là, vous imaginez la tronche de Catoche si elle savait ça ? Surtout que pour Coligny, le pouvoir entre les mains d'une femme ne peut se concevoir. On sait d'ailleurs l'opinion qu'il a de la reine Élisabeth en Angleterre, qui avait promis de soutenir les princes protestants en cas de guerre, mais dont il n'a absolument aucune confiance. Et j'ajoute à cette querelle aussi la volonté de Catherine de vouloir placer son fils Henri sur le trône de Pologne depuis la mort du roi, sans héritier le 7 juillet dernier. Alors, Coligny n'a pas dû apprécier ce projet de placer un roi catholique, proche de la reine-mère, sur le trône de ce pays touché par les idées calvinistes protestantes. Ouais, enfin, en résumé, ils sont pas tellement prêts à aller boire un coup ensemble, Catoche et Coco. Hein. Oh non, je ne suis pas sûr. Que
Que la relation soit tendue entre eux, ok. Mais de là en arriver à un massacre d'une telle ampleur quand même. Alors il semble que le point de départ est la débâcle de Coligny parti aider les gueux, comprenez les protestants aux Pays-Bas, donc nous on les appelle les Huguenots, là-bas on les appelle les gueux, face aux Espagnols. Seulement le massacre des Français a été tel que Catherine de Médicis a demandé de régler cette affaire avec les Pays-Bas auprès du Conseil du roi et non dans un entretien privé avec Coligny. Charles n'a plus le choix et il semble que ce soit de cette façon que la reine-mère a repris une place auprès de son fils, l'éloignant de ce Huguenot, comme elle l'appelait. Puis le Conseil du roi a parlé, plus aucune opération de soutien à des protestants dans aucune contrée de l'Europe. Le roi semble avoir changé son fusil d'épaule et a désavoué l'action de Coligny aux Pays-Bas. Je pense que toute personne qui nous écoute en ce moment ont eu vent de meurtres de protestants un peu partout en France depuis plusieurs semaines, qui ne laissaient rien présager de bon. Alors depuis ce matin, on a passé du temps à recouper les informations pour comprendre. Quelques jours avant les fiançailles du protestant Henri de Navarre et la fille de Catherine, Marguerite de Valois, Catherine de Médicis, son fils Henri et Anne de Nemours, membres de la famille des Guises, donc se sont entretenus tous les trois. Henri a fait part de son dégoût de voir sa sœur adorée se marier avec un Huguenot et propose de faire déjà assassiner Coligny. Il envisage même le meurtrier Maurevert, très important dans cette histoire, et très proche de la famille des Guises. L'idée de l'assassinat est lancée. Et il y a 2 jours, il a déjà échappé à une tentative d'assassinat. Foiré d'ailleurs, grâce à des chaussures. Oui, alors pour expliquer, il était en train de remettre ses lacets au moment où la balle a été tirée, ce qui l'a fait loger dans son bras. Oh bah il a échappé de belle, hein. On peut considérer que les événements qui marquent le début de ces guerres de religion ont commencé il y a 10 ans, le 1er mars 1562. Alors, il faut se rappeler que le duc de Guise est envoyé à Saverne, rencontrer le duc Christophe de, excusez-moi du propos, de Wurtemberg. Alors, on ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'ils se sont dit. Peut-être que le duc de Guise a demandé à ce que les princes allemands ne soutiennent pas les protestants calvinistes. Mais le drame s'est produit sur le chemin du retour. Le duc de Guise a été rappelé à Paris et sur le trajet, lui et les hommes qui l'accompagnaient sont tombés sur une grange à Oissy, où des protestants célébraient leur culte, ce qui était formellement interdit, encore plus du fait qu'ils se trouvaient à l'intérieur de la ville. Là-dessus, des insultes, des jets de projectiles et des balles ont été lancés aux protestants. Au total, une 60aine de morts et plus de 200 blessés, puis le duc a fini sa route et est rentré à Paris. Une fois à Paris, il a été demandé de toute urgence devant le roi. Mais il a décliné la convocation. C'était le début de la fin de l'entente possible. Les protestants, menés par Théodore de Bèze, se sont mis à détruire tous les symboles de la royauté. Ils voulaient leur vengeance de Oissy. À Orléans, à Vendôme, à Montargis, à Beaugency, à Blois, à Cléry, à Angers, à Saumur, à Saint-Benoît-sur-Loire. Partout où ils pouvaient, ils s'en prenaient aux idoles, mais pas que. Oui, à Notre-Dame de Cléry, ils s'en sont pris au tombeau de Louis XI et à Bourges, ils s'en sont pris à la dépouille de Jeanne de France, fille de Louis XI. Et le corps fut percé de coups puis dépecé avant d'être brûlé devant le couvent de l'Annonciade. Tous ces détails sont importants, Maximilien, pour comprendre la violence des premiers affrontements. Alors une paix a bien sûr eu lieu, 1 an après ces événements. Les années qui ont suivi, c'était une nouvelle expérience de comment vivre dans la non-acceptation de l'autre. Et cette situation ne peut pas durer. Et en 1667, c'est reparti pour un tour. Tous ces affrontements depuis 10 ans ont conduit à une tolérance
approximatif pour les protestants et la reine Catherine de Médicis a essayé une ultime réconciliation avec le mariage entre Henri de Navarre et sa fille, mais en vain. Le mariage d'Henri de Navarre, protestant, et de Marguerite de Valois, catholique, fille de Catoche, était une tentative ambitieuse et complexe de la part de la couronne française pour instaurer la paix et l'unité dans un royaume déchiré par les conflits religieux. Le mariage eut lieu à Paris, en grande pompe et en la présence de nombreux nobles des deux camps. Cependant, les festivités furent marquées par une grande méfiance mutuelle. On peut dire que c'est un loupé. C'est un loupé. Mais pour comprendre, parce que depuis tout à l'heure on parle forcément du conflit entre les catholiques et les protestants, mais je crois que la religion protestante est née de ce que l'on appelle les indulgences. Mais c'est quoi une indulgence, Hugo ? Alors, Maximilien, une indulgence est une remise partielle ou totale des peines temporelles dues pour les péchés accordées par l'Église catholique. Elle peut être obtenue par la réalisation d'actes pieux tels que des prières, des pèlerinages ou des dons à l'Église. Des dons, ça veut dire qu'on paie pour racheter ses péchés ? Eh oui, au début du XVIe siècle, l'Église vendait des indulgences pour financer divers projets, notamment la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome par exemple. Ce commerce des indulgences, perçu comme une exploitation financière des fidèles, suscita de vives critiques. Ces méthodes scandalisèrent de nombreux fidèles et clercs, dont Martin Luther. Une petite présentation du personnage, Maximilien ? Martin Luther est né le 10 novembre 1483 à Elseben, en Allemagne. Alors c'était un moine allemand et professeur de théologie à l'université de Wittenberg. Il a été une figure centrale de la réforme protestante et il est surtout connu pour avoir initié un mouvement qui a profondément transformé la chrétienté occidentale. Et c'est là que nous arrivons à une publication fatidique dans la vie de Martin Luther, les fameuses 95 thèses. Le 31 octobre 1517, Martin Luther publie ses 95 thèses. Ce document critiquait sévèrement la pratique des indulgences et les abus de l'Église. Luther dénonçait le commerce des indulgences comme une exploitation des croyants et affirmait que le pardon des péchés ne pouvait être acheté mais devait être obtenu par la foi et la repentance sincère. Les thèses de Luther provoquèrent une réaction immédiate de l'Église catholique, qui le somma de rétracter ses écrits. Refusant de se rétracter, Luther fut excommunié en 1521. Mais c'était sans se rendre compte du développement des idées de Luther au sein de la société. De nombreux princes et villes allemandes adoptèrent ces réformes entraînant une vaste transformation religieuse en Europe. Nous arrivons alors à la création d'une nouvelle religion appelée le luthéranisme. Pour résumer, la critique des indulgences par Martin Luther et la publication des 95 thèses va marquer le début d'une révolution religieuse majeure. La réforme luthérienne donnera naissance à une nouvelle branche du christianisme, le luthéranisme, et changera à jamais le paysage religieux, social et politique de l'Europe. Alors, personnellement, je ne sais pas où vont mener ces affrontements sur fond de religion, Hugo, mais ces actions tragiques nous font en apprendre davantage sur l'être humain et je crois que c'est le sens aujourd'hui de la venue d'un des auteurs les plus importants de notre génération et je crois qu'Hugo, vous êtes particulièrement fier de le rencontrer aujourd'hui. J'avoue que je suis un grand fan, donc je suis très heureux de cette interview que tu as pu mettre en place, mon cher Maximilien.
Nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer un grand écrivain et philosophe, Michel Eyquem de Montaigne. Bonjour Michel de Montaigne. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup de me recevoir. Alors, c'est un honneur pour nous de retracer aujourd'hui votre carrière. Vous êtes né en 1533 dans le Périgord, dans le château de Montaigne. Vous avez 38 ans et vous venez aujourd'hui nous parler de vos futurs essais. Donc bien sûr, on va en parler dans un instant. Je crois que c'est un travail très long et vraiment le travail de votre vie. Mais j'aimerais déjà comprendre dans quel contexte vous avez grandi et évolué. Eh bien, je suis issu d'une famille de négociants bordelais. Et j'ai grandi dans ce château dont vous parlez que mon arrière-grand-père a acquis. Je crois me souvenir en 1477. Alors sinon, j'ai eu plutôt une enfance heureuse. J'ai été élevé en nourrice dans le village de Papassus. Enfin, enfance heureuse, mais pas non plus banale, car à mon retour au château familial, j'ai été réveillé tous les matins par la musique de l'épinette. Vous comprenez, il ne fallait pas m'abîmer mon tendre cerveau. Ah oui, effectivement. Alors, par-delà votre goût pour la musique, vous avez étudié le droit et vous avez commencé votre carrière à la Cour des aides du Périgord et ensuite au Parlement de Bordeaux. Vous êtes connu aussi évidemment pour votre relation d'amitié avec Étienne de la Boétie, également très connu, mais j'aimerais, Michel, que vous puissiez m'en parler aujourd'hui. Eh bien, j'aurais envie de résumer ainsi notre relation. C'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est difficile de parler d'Étienne. Son départ très prématuré m'a beaucoup affecté. Son départ m'a plongé dans une profonde solitude, vous savez. Bien sûr, je comprends. Alors, on rappelle évidemment que Étienne de la Boétie nous a quittés il y a quelques années de la peste. Il était encore très jeune. C'était important pour nous aussi de pouvoir évoquer Étienne avec vous, Michel, pour lui rendre hommage aujourd'hui. Mais bien sûr, je pense que nous aimerions tous maintenant en venir à ces essais sur lesquels vous travaillez et un travail, je crois, qui va vous prendre... c'est un peu le travail de votre vie, je dirais. Eh bien, si tout se passe bien, ce sera enfin mes prochaines publications. Et j'ai voulu écrire pour les gens qui me connaissent. Alors, loin de moi de faire preuve de flagornerie envers moi-même, j'essaye de comprendre l'être humain, ses fonctionnements à travers mon laboratoire interne. C'est une vraie introspection. Or, je ne souhaite pas parler de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Alors je crois que vous m'avez expliqué, cher Michel, que le but de ces essais de base, c'était pour votre entourage, que ce n'était pas spécialement un travail que vous vouliez publier, mais il me semble que vous avez tourné tout ça pour, comme vous le disiez, à travers votre vie, votre pensée, vos activités, comprendre un petit peu mieux le cerveau humain. Oui, je pense qu'il fallait mieux comprendre le cerveau humain, et comme vous dites, de base, je n'étais pas parti pour faire cette publication, enfin en tout cas ces prochaines publications, et après en avoir parlé avec ma famille, j'ai pris la décision de me dire, laissons une trace. Et je pense que le sujet du cerveau est quelque chose qui est en tout cas extrêmement important. Eh bien, je pense que nous avons tous impatience de découvrir ce travail. Merci beaucoup, Michel de Montaigne, d'être venu jusqu'à nous et à très bientôt pour ces publications, ces essais. Merci beaucoup à vous et bien sûr merci beaucoup à Hugo qui a été là, qui a été un grand fan, je le sais. Et, on se parlera juste après, Hugo. Oh, merci beaucoup, monsieur Montaigne, c'est très gentil. De rien, écoutez, ça fait plaisir. Effectivement, merci beaucoup Hugo de m'avoir accompagné comme toujours dans cette aventure pour raconter l'histoire du monde, de notre monde qui peut être tragique, dramatique, mais heureusement qu'il y a des personnes justement comme Michel de Montaigne pour nous faire grandir, évoluer, réfléchir. Donc merci à Michel de Montaigne d'être venu jusqu'à nous et merci Hugo pour m'avoir accompagné encore dans cette très belle entreprise aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis, en tout cas on se retrouve à très bientôt pour raconter l'histoire du monde. Et Max, je crois qu'on a reçu notre première lettre de fan. Ah vas-y, lis. Bonjour à vous deux. Je voulais vous féliciter pour votre travail. Ah bah ça, c'est normal, on est quand même pro, faut pas déconner. Bon, je peux continuer ? Oui, ça va, pardon. Je vous suis depuis le tout début. Ouais, mais enfin c'est pas difficile, en même temps c'est juste la 3e émission. Enfin... Pour fêter ça, dans quelques semaines, je vais me baigner dans la Seine. Signé Anne. Anne ? Oh, enfin, laisse tomber, c'est encore un canular, je pense.